Hello. Hello Emmanuel. Alors, je t'envoie une invitation. Est-ce que tu as reçu mon invite? Alors, attends, moi je t'envoie une invitation. Parfait. Ah ben ça y est. Hello, comment vas-tu? Très bien. Bonsoir Nadia. Bonsoir Emmanuel. Ravi de te retrouver là sur notre Instagram Live. Je suis à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio où Très vient bien. de se terminer une conférence organisée par l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, de l'Union monétaire ouest-africaine, où pendant 2 jours, Gilles et moi étions maîtres de cérémonie sur un colloque du comité scientifique sur la contribution de la science au développement des marchés financiers et à la finance dans la sous-région. Voilà, on vient littéralement de finir il y a même pas 5 minutes. Donc, il y aura peut-être un petit peu de bruit. Est-ce que tu m'entends toujours? Est-ce que tu m'entends toujours? Alors, j'ai l'impression que j'ai perdu. Est-ce que tu m'entends? Ah, Est-ce que tu voilà. m'entends? Ah, voilà. Ok. On, Je t'entends très bien. Voilà, et on- on est. ok, Ça y est, parfait. la Très communication bien, est très rétablie. bien. Alors, je vois que les amis se joignent à nous. Donc, je vais commencer par te présenter, si tu le veux bien. Donc, Emmanuel de Condé. Je vais te Bien sûr. présenter peut-être en anglais et puis ensuite, on va faire l'entretien en français et je traduirai pour les personnes qui sont anglophones. So, hello everyone. Parfait. Welcome to our Instagram live today. I am live from Université Amadou Mahtar Mbow in Diamniadio, Senegal, where we just finished emceeing for a financial conference organized by the Financial Markets Authority of the UMOA region, which is the West Francophone West African Countries Union. So today, our guest is Emmanuel de Condé. Emmanuel is a French military and diplomat who has had most of his career in African countries, who heads today a very special hospital called the Centre Hospitalier de l'Ordre de Malte in Dakar. I said a very special hospital because I will let Emmanuel tell you more about it, and you will understand they are doing amazing work in this country. And so I'm going to leave the floor to Emmanuel to talk about it more. This interview will be in French. I will translate for those of you who need English. So if there are any English speaking friends on line with us today, just put a note and I will translate. If I have no news from my Anglophone friends, we will just pursue in French. Emmanuel de Condé, bienvenue sur notre Instagram live. Merci. Tu es un Saint-Cyrien. Tu as fait une carrière de militaire et de diplomate et tu diriges actuellement le centre hospitalier de l'Ordre de Malte à Dakar. Quelle est ton histoire, Emmanuel? Alors, d'abord, merci infiniment Nadia et Gilles de m'offrir cette tribune et de me donner l'occasion de parler non seulement de moi, mais surtout de notre hôpital, qui est une œuvre
absolument magistrale et que je vais essayer de présenter à nos auditeurs de la façon la plus complète possible. Alors, mon histoire est à la fois très classique et en même temps assez originale. Classique dans la mesure où j'ai commencé une carrière militaire en débutant à l'Académie militaire de Saint-Cyr, l'école militaire de Saint-Cyr, donc c'est la principale académie de l'armée de terre des armées françaises. Et puis j'ai suivi une carrière à la fois très opérationnelle en choisissant l'arme des troupes de marine qui m'a donné l'occasion de partir assez rapidement également en outre-mer dans le cadre d'accords de coopération avec des pays d'Afrique francophone. Et puis j'ai aussi suivi une carrière un peu plus originale dans la mesure où j'avais des diplômes en lettres classiques et puis j'ai passé un master en géopolitique et j'ai servi aussi assez rapidement en ambassade, soit dans un cadre opérationnel, soit dans un cadre purement diplomatique, à des postes de coopérants et à un poste également d'attaché de défense à Cotonou, qui est mon avant-dernier poste au sein des armées. Là où mon histoire devient originale, c'est que au-delà de ces 30 années au sein des armées, avec comme fil rouge souvent d'ailleurs des opérations et des séjours, une fois de plus, comme je le précisais, de coopérants en Afrique, ce virus africain a pris le dessus et puis j'ai opéré une bascule et j'ai quitté l'armée pour suivre d'une certaine façon une passion que j'avais d'abord du service de l'autre en prenant la direction d'un hôpital. Qui est un hôpital très particulier, qui est un hôpital de l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte est un ordre souverain qui est à Rome et qui dispose d'associations dans le monde entier, dont une association qui est l'Ordre de Malte France et qui dispose de beaucoup de moyens pour appuyer l'aide pour faire du secourisme, pour intervenir dans le cadre de grandes catastrophes naturelles dans le monde, et puis qui dispose aussi d'une direction de l'hospitalité internationale qui lui permet, au titre notamment de la francophonie, d'intervenir dans des pays africains, mais de façon permanente, avec des hôpitaux en Afrique de l'Ouest. Donc, il y en a au Sénégal, il y en a en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Cameroun, à Madagascar, et un hôpital également en Terre Sainte, à Bethléem, en Cisjordanie. Donc c'est là où ma carrière et mon histoire personnelle devient peut-être un peu disruptive, ou en tout cas particulière au regard d'une carrière classique, parce que je suis passé de l'armée et effectivement aussi de la diplomatie militaire à un hôpital que je vais présenter sans doute un peu plus dans le détail, dont j'ai pris la direction, entouré de spécialistes absolument remarquables, tous sénégalais, et dont on va pouvoir sans doute parler. Pour évoquer notamment les spécialités beaucoup, de cette Emmanuel. Alors, je vais d'abord te demander quelle est la plus grande opportunité que tu as rencontrée dans ta vie et pourquoi? Alors, je pense avoir répondu en partie à cette question lors de ma présentation, parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma carrière militaire, qui a été une très belle carrière, une carrière assez engagée. J'ai connu des théâtres d'opération, des situations y compris de crise et voire de guerre. Mais je n'ai pas envie d'évoquer d'opportunités dans ce cadre-là, puisque dans le fond, c'est d'une certaine façon des aspects plutôt classiques d'une carrière, en particulier au regard de la situation géopolitique mondiale, qui est une situation plutôt complexe depuis 30 ou 40 ans. La vraie opportunité, c'est justement d'avoir décidé de partir après 30 ans de carrière, alors que j'aurais pu encore poursuivre. J'avais probablement des postes d'attaché de défense qui m'attendaient à nouveau en Afrique de l'Ouest ou en Amérique du Sud. Et puis finalement, j'ai fait ce choix du départ, de la bascule, comme je le dis de façon un peu vulgarisée, peut-être en français pour nos auditeurs français. Et c'est une bascule qui avait beaucoup de sens parce que je voulais continuer à servir autrement. Et après avoir servi mon pays et les intérêts d'une démocratie et d'un état de droit, j'ai voulu aussi servir l'homme au sens plutôt général, l'homme au sens vraiment profond du terme, et en rendant à l'Afrique tout ce qu'elle m'avait aussi apporté en termes de compréhension du monde, d'enrichissement personnel. Voilà, c'était une façon d'une certaine façon, là aussi de façon un peu vulgaire, peut-être de renvoyer l'ascenseur, mais en allant vraiment au plus près des difficultés de l'humanité en général. Et ces difficultés, elles sont synthétisées dans une maladie qui existe encore aujourd'hui, hélas, dans le monde, qui est la lèpre, puisque mon hôpital, le centre hospitalier de l'Ordre de Malte de Dakar, s'est fondé historiquement sur le traitement et le soin des lépreux, et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, nous avons un service de léphrologie
qui est un un service de référence qui permet de soigner les Sénégalais, mais aussi de la sous-région. Et puis, nous avons aussi une autre activité qui est devenue l'activité principale de l'hôpital, qui est la chirurgie orthopédique. Là aussi, j'en parlerai de façon un peu plus détaillée. Mais la vraie opportunité que m'a offerte la vie a été, après 30 ans de carrière, à l'âge de 50 ans précisément, de quitter l'armée et de revenir au Sénégal après avoir connu la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée équatoriale, le Tchad, tous les pays sahéliens, de revenir dans cette ville magnifique qu'est Dakar, dans ce pays extraordinaire qu'est le Sénégal, et puis de me consacrer eh bien, à nos frères, en quelque sorte, au sens vraiment très large, qui sont spécifiquement ici des Sénégalais ou des Africains de l'Ouest, parce que la lèpre est une maladie qui a disparu des pays du Nord, mais qui est toujours présente dans les pays du Sud. Et cette opportunité m'a été offerte par l'Ordre de Malte France, qui est la plus vieille, la plus ancienne association caritative au monde, hein, qui a bientôt un millier d'années d'existence, et qui se consacre depuis sa création aux soins justement des plus pauvres, des plus démunis, mais aussi de différents types de pathologies, de tous les malades en général. Ici, évidemment, c'est de l'orthopédie et de la Et léphrologie. donc, merci Emmanuel pour cela. On va donc plonger dans ce sujet de cet hôpital donc, qui existe depuis fort longtemps, spécialisé donc en léphrologie, mais qui est en même temps, on va dire, quelque chose d'ancien, mais aussi un nouveau projet absolument formidable qui est en devenir. Est-ce que tu peux nous en parler beaucoup plus, s'il te plaît? Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Alors oui, c'est un hôpital qui est ancien. J'ai coutume de dire que c'est une vieille institution dakaroise, un hôpital qui a été créé en 1967 par le président Senghor, avec justement l'appui de l'Ordre de Malte France et son expertise dans le domaine du traitement de la lèpre. Et puis c'est un hôpital qui a évolué au fil des années et qui, notamment dans les années 2010, a changé de cap, a changé de braquet en quelque sorte. Vraiment, là aussi, ce qu'on appelle le virage. Et on est passé du traitement de la lèpre, qui est toujours d'actualité, hein, c'est toujours le service vraiment historique de l'hôpital, à la chirurgie orthopédique, qui néanmoins aujourd'hui est l'activité principale. Pourquoi la chirurgie orthopédique? Dans les cas les plus sévères de lèpre, on pratiquait déjà des amputations, tout simplement, des opérations, des réductions parfois des invalidités liées à la lèpre de façon radicale en amputant. Donc on avait déjà un bloc opératoire, on avait déjà des chirurgiens. Mais à partir des années 2010, avec en particulier l'arrivée d'un homme qui est le médecin-chef de l'hôpital, qui est un homme absolument extraordinaire, qui s'appelle Charles Quinté, qui est un Sénégalais d'origine béninoise, et qui est un grand spécialiste de la chirurgie orthopédique. À partir de ces années-là, la chirurgie orthopédique s'est développée au sein de l'hôpital et est devenue la principale spécialité. Alors, c'est de la chirurgie orthopédique de pointe. Ici, on pratique de la chirurgie à la fois arthroscopique, c'est-à-dire mini-invasive, avec la capacité à soigner, grâce à des mini-caméras, des articulations importantes comme le genou, l'épaule, la hanche. On pratique aussi une chirurgie prothétique, c'est-à-dire on pose des prothèses de hanche, de genou, d'épaule une fois de plus. On pratique aussi une chirurgie spécialisée des membres supérieurs, donc de l'épaule jusqu'au poignet en passant par le coude, avec un chirurgien qui lui-même spécialisé en membres supérieurs. Et puis on pratique évidemment des opérations plus classiques, plus simples d'une certaine façon. On opère des pieds beaux, notamment chez les jeunes enfants. On continue évidemment à soigner des lépreux, ça c'est absolument indispensable aussi. Mais ce sont les opérations aujourd'hui les moins importantes en termes de quantité et de qualité. Et puis surtout, on pratique des opérations du rachis. Donc c'est l'appareil locomoteur dans son ensemble, mais en particulier aussi la colonne vertébrale, avec là aussi notre médecin-chef Quinté, qui est une sommité dans son domaine et dans ce domaine précis, et qui nous permet donc d'intervenir sur des cas parfois très difficiles, des scolioses, ce qu'on appelle également le mal de Potte, qui est en fait la tuberculose osseuse, qui là aussi a disparu dans les pays du Nord, mais qui existe aussi, hélas, encore dans les pays du Sud, en particulier chez les jeunes enfants qui ont des colonnes vertébrales déformées à plus de 60, voire 70 degrés, au point que parfois ils pourraient mourir avec une colonne qui viendrait écraser la cage thoracique. Et donc, pour cela, il faut pratiquer des opérations très pointues, qui durent parfois 4 à 5 heures, à 4 mains, avec l'appui d'un chirurgien complémentaire. Et puis, on intervient, on ouvre pratiquement le dos, on travaille à quelques millimètres de la colonne de la moelle épinière, on
casse des côtes, on installe des implants, on rétablit la colonne. Voilà, on est vraiment sur de la chirurgie orthopédique de pointe. Et sans vanité aucune, puisque tout le mérite en revient à mes chirurgiens, je n'ai pas peur de dire que c'est sans doute de ce point de vue-là le centre de référence, pas simplement au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup pour ça. C'est vraiment impressionnant ce dont tu nous parles. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes parce que ce sont des milliers d'enfants qui sont soignés, opérés. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour que notre auditoire puisse avoir une idée de l'ampleur de ce dont on parle? Absolument. Alors, j'ai écourté un peu ma réponse et j'ai pas évoqué effectivement les projets. Et c'est ça tout l'intérêt de cet hôpital. C'est la force du CHOM, le Centre hospitalier régional, c'est fort de son expertise, de son savoir-faire, c'est de porter des projets assez inédits. Alors, le projet dont je vais parler a démarré il y a maintenant 2 ans et demi, avec une durée de 3 ans, mais qui va aller au-delà face au succès rencontré et qui permet justement d'aller au-delà de l'activité classique. L'activité classique, c'est 1000 opérations par an. C'est un chiffre qu'on a atteint cette année. En projection en 2024, on sera au-delà des 1000 opérations par an. Là aussi, c'était absolument remarquable. Quand j'ai pris l'hôpital, on était plutôt autour des 600, 700 opérations. On sortait en plus de la période du Covid. C'était une période très, très difficile où l'hôpital avait cessé toute activité pendant 4 mois pour se concentrer sur le soin de patients affectés par le Covid, ce qui n'était pas notre spécialité originale. Mais néanmoins, à partir de ces années-là, post-Covid, une marche en avant avec vraiment une montée en puissance extrêmement significative de notre activité. Et donc aujourd'hui, au-delà, à côté de ces 1000 opérations par an, eh bien, on a aussi ce projet de chirurgie infantile, de chirurgie orthopédiatrique, qui nous permet de soigner des enfants africains, je reviendrai, des enfants à la fois à Dakar et aussi dans les régions. Ce sont des enfants qui ont une double particularité. Ce sont des enfants indigents, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen, et ce sont des enfants évidemment handicapés moteurs, puisque là est notre spécialité. Et donc, on est déjà aujourd'hui à 175 enfants en moins de 3 ans, alors que la cible initiale du projet était de 150 enfants. Donc, au côté du millier d'opérations annuelles, qui correspond à l'activité habituelle, et donc 1000 opérations, ça suppose plus de 7000 consultations par an. Ça suppose aussi près de 13 000 séances de kinésithérapie, parce qu'on a un bloc de kinésithérapie, et donc on pratique de la rééducation fonctionnelle au profit de nos malades, mais aussi au profit d'autres patients qui nous sont référés par des médecins de la place de Dakar. Voilà, au côté de tous ces chiffres, donc chiffre clé, 1000 opérations par an et déjà 175 opérés en 2 ans et demi au titre du projet de chirurgie infantile. Et évidemment, on va poursuivre. Je l'évoquerai avec les projets à venir. L'idée, c'est d'accompagner cette montée en puissance, c'est le bloc opératoire, passer de 2 à 6, et un jour peut-être de viser les 2000 opérations par an. En sachant, et c'est important pour nos auditeurs, que l'ADN, la philosophie d'un hôpital de Donald reste l'aide aux plus pauvres. Et donc la priorité, ce sont bien malgré tout les plus démunis. Pour autant, on soigne tous les Sénégalais, et y compris les Africains, les Ouest-Africains au sens large, de toutes conditions sociales, y compris bien évidemment des Sénégalais fortunés qui peuvent se permettre une opération de chirurgie orthopédique chez nous, plutôt que d'aller à Paris ou à New York, parce qu'on offre la même prestation, mais à évidemment un prix parfois inférieur, et avec vraiment des qualités post-opératoires tout à fait remarquables. Voilà un peu le business model aussi qui s'est transformé aujourd'hui. L'hôpital, autrefois, il y a 50 ans, lorsqu'il ne soignait que des lépreux, était vraiment tourné uniquement vers les plus pauvres. Aujourd'hui, on est tourné vers tous, en priorité les plus pauvres, grâce également à un service social qui fait un travail remarquable, qui trouve des leviers de financement. Parfois, c'est du mécénat privé, parfois, c'est l'État sénégalais qui, à travers différents ministères, notamment le ministère du Développement communautaire et une délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, nous appuie pour justement participer à nos frais, puisqu'une opération orthopédique, c'est hélas très cher. La consultation chez nous est de 5 000 francs CFA. C'est la consultation de l'hôpital public. Les lépreux, c'est symboliquement 1000 francs CFA. Une séance de kinésithérapie, c'est 5 000 francs CFA. Donc, ça reste les prix de l'hôpital public. C'est bien un établissement privé à vocation de santé publique et à but non lucratif. En revanche, les opérations, elles sont très coûteuses, mais nous arrivons, nous, à compenser grâce à notre service social, grâce au levier de financement que nous avons trouvé,
Oui, des prestations qui c'est coûteraient ça qui trop est cher pour certains impressionnant, patients. c'est que j'ai cru lire qu'une opération pouvait coûter jusqu'à 3 800 euros. Et donc, c'est des grandes levées de Absolument. fonds. Et je sais que sur les 3 dernières années, si je me trompe, les levées de fonds, enfin les besoins en fonds sont d'environ 900 000 euros. Et donc, vous avez déjà levé les 2 tiers, c'est cela? Absolument. Alors ça, c'est C'est dans ça. le cadre du projet de chirurgie infantile. Le projet a été budgétisé à hauteur de 900 000 euros au départ du lancement du projet il y a 2 ans et demi. Et nous avons déjà levé effectivement les 2 tiers des fonds. Alors, grâce d'une part à des appuis de grands bailleurs, la coopération, la coopération internationale monégasque, la principauté de Monaco nous appuie. Je préfère parler de partenaire que de bailleur, est un partenaire traditionnel de l'hôpital. À chaque fois que j'ai l'occasion d'ailleurs de présenter l'hôpital, je saisis cette opportunité pour les remercier vraiment, puisque sans Monaco, nous n'aurions pas pu lancer ce projet. Monaco nous donne 300 000 euros, donc c'est un tiers du budget, par tranche annuelle, c'est 200 000 euros. Le fonds global pour les personnes oubliées, qui dépend de l'ordre souverain de Malte et par Rome, nous a appuyé également à hauteur de 150 000 euros. Et l'ordre de Malte-France nous a donné aussi une somme conséquente pour pouvoir combler un déficit initial, puisque on espérait, nous, l'appui d'une agence de développement qui, in fine, a fait d'autres choix, mais on ne désespère pas, nous, d'aller de trouver de toute façon d'autres appuis auprès, justement, d'agences de développement de pays européens ou occidentaux ou d'autres formes de mécénat. Et puis, moi, ici, en local, j'ai levé des fonds, effectivement, auprès de grandes entreprises, auprès aussi de particuliers, auprès aussi parfois de petites entreprises qui sont tout à fait admirables. Je pense à la Cotoa de notre ami Michel Théon, mais il y en a d'autres et qui participent. Il y a Cercis aussi, il y a récemment CFAO Mobility, il y a la Société Générale qui nous rejoint avec quelques millions, et quelques millions, c'est pour nous la possibilité d'opérer une ou deux scolioses chez les enfants. Et donc c'est parfois aussi du parrainage. Des sociétés ou des particuliers s'engagent à parrainer tel ou tel enfant qui, en fonction de sa pathologie, a un coût opératoire très différent. Un pied beau, c'est 300, 400 000 francs CFA. Une scoliose, c'est effectivement, ça peut aller jusqu'à 4, voire au-delà, voire 5 millions de CFA. Donc, on est même au-delà des 3 800 euros, qui est un chiffre un peu médian. Voilà. Selon la pathologie, les opérations peuvent être très coûteuses. Et donc, on a besoin de toutes les bonnes volontés, soit des particuliers, je le répète, soit des fondations, soit des entreprises, soit l'État également, l'État sénégalais, à travers la Direction générale de l'action sociale du ministère de la Santé, mais aussi à travers ce Un ministère du Développement projet communautaire que magnifique, j'évoquais. vraiment. Je suis impressionnée par tout ce que fait l'Ordre de Malte, que je suis depuis très très longtemps. Et donc vraiment un magnifique projet. Je vois rentrer sur le live des personnes qui peut-être sont anglophones. Are there any English speaking friends that have joined in the meantime? If so, please let me know and I can give you a resume of what has been said in French so far. If you need translation, just let me know. Otherwise, I will pursue the conversation in French with Emmanuel. Thank you. Alors, Emmanuel, pour revenir à ton profil à toi, peux-tu nous parler de certaines de tes expériences en nous racontant quelques anecdotes? Alors, c'est une question là aussi qui est très vaste. Moi, j'aurais beaucoup d'épisodes de ma vie à décrire, mais qui sont peut-être aussi un peu de l'ordre de l'intime, parce que lorsqu'on a passé 30 ans dans l'armée, y compris dans des unités très opérationnelles, que l'on a connu des théâtres d'opération, des situations y compris de guerre, il y a évidemment des souvenirs qui sont très marquants. Mais je n'ai pas, voilà, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ces détails-là, qui participent un peu de l'intimité, et puis qui reviennent, voilà, qui une fois de plus me concernent peut-être moi de façon peut-être trop personnelle. En revanche, s'il y a vraiment une expérience qui m'a beaucoup marqué, et je reviens toujours à ce changement de cadre, passer de l'armée au service vraiment hospitalier, c'est justement dans le cadre du projet de chirurgie infantile que l'on évoquait à l'instant. C'est un petit garçon qui s'appelle Hassan Dabo, et que j'ai été chercher un peu par hasard
en Casamance, au Cap Skirring. Et en fait, c'est le premier enfant issu d'une région sénégalaise que nous avons opéré au CHUM. Dans le cadre du projet, le principe était d'opérer des enfants, et toujours d'opérer des enfants, évidemment, à Dakar, mais aussi en décentralisant l'action de nos chirurgiens, d'aller opérer des enfants en province, ce qui est absolument fantastique, puisqu'on a pu aller à Thiès, à Durbel, à Fatick, à Kaolack, à Mbour, à Kaffrine. On va aller à Louga la semaine prochaine pour la mission exploratoire, et puis on ira opérer dans quelques semaines là-bas. On ira aussi en Casamance. Et donc, dans le cadre de la régionalisation de ce projet, moi j'étais parti, après être arrivé à l'hôpital quelques mois plus tôt, j'étais parti à Kédougou, j'étais parti à Kolda la première année, à l'occasion de la Journée internationale de la lèpre. À Kolda, il y a un village de reclassement de lépreux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et puis je suis resté quelques jours en Casamance. J'ai commencé à nouer des partenariats avec des hôpitaux casamançais pour préparer la suite qui arrivera aujourd'hui, 2 ans plus tard. Et puis au Cap Skirring, il y avait une ONG qui s'appelle Casama Santé, qui nous avait contactés, qui savait qu'on avait lancé ce projet et qui m'a fait part d'un petit garçon qui s'appelait Hassan Dabo et que j'ai rencontré au Cap et qui avait cette scoliose à plus de 60 degrés absolument impressionnante, qui était lui-même le frère jumeau d'un garçon qui, de fait, avait 1 ou 2 têtes de plus que lui. J'ai pris des photos de ce garçon, je les ai envoyées ici à l'hôpital. On a aussi l'appui d'un chirurgien qui s'appelle le professeur Onimus, qui est un homme absolument exceptionnel, qui a 80 ans, pardon, qui est retraité, qui vit en France et qui vient nous donner ponctuellement des coups de main, qui a monté une ONG d'ailleurs en Afrique pour opérer justement des enfants, parce qu'il est un grand spécialiste de l'orthopédie, notamment de la chirurgie du rachis. Et alors, j'ai coutume de dire là aussi que toutes les planètes se sont alignées parce que j'ai pu finalement repartir du Cap Skirring avec mon conducteur. Et puis ce garçon, sa maman, après lui avoir fait faire des premières analyses sur place, parce qu'on voulait s'assurer qu'on puisse bien l'opérer, et ça a été le premier enfant régional avec une pathologie très sévère, vraiment de la colonne vertébrale, qui a été opéré ici 1 semaine après mon retour à Dakar, par le professeur Kimpe et l'appui du professeur Nimus. Et c'est un succès fantastique parce que cet enfant a été suivi ensuite en post-opératoire. C'est une opération très très lourde, très très difficile. On a attaqué la rééducation fonctionnelle ici à Dakar et puis on l'a suivi à distance au Cap Skirring lorsqu'il est reparti avec sa maman. On l'a fait revenir pour les visites de contrôle. Cet enfant est devenu le porte-fanion des 175 enfants qui ont déjà été opérés. Et pour moi, ça a été une expérience humaine absolument exceptionnelle parce que je me revois monter dans la voiture avec mon chauffeur et puis traverser le Sénégal depuis la Casamance jusqu'à Dakar avec cet enfant qu'on a amené finalement pour lui redonner une seconde vie, une vraie vie. Et aujourd'hui, on a réalisé récemment, on a fait un gala de charité récemment et le gala a été centré sur un film que j'ai demandé à une société de production qui s'appelle Oxygène Africa. On a réalisé un film sur l'hôpital et ce film retrace aussi l'histoire également de ce petit garçon, de ce petit Hassan. Et c'est en soi une très belle histoire puisqu'Hassan aujourd'hui joue au football, après avoir eu un début de vie. Il a 13 ans aujourd'hui, on l'a opéré à l'âge de 11 ans, après avoir eu un début de vie extrêmement difficile, ne pouvant pas aller à l'école, etc. Très, très belle histoire, très émouvante et qui donne sens en réalité à à ce que tu fais, à ce que fait l'Ordre de Malte, à ce que fait le professeur Quimper, qui a vraiment une magnifique vocation pour cet hôpital. L'Afrique, bien sûr, a une place importante dans ta carrière professionnelle, tu l'as mentionné tout à l'heure. Était-ce par choix ou par hasard? Alors, c'est une très belle question parce que je me dis souvent, lorsqu'on rentre à l'armée, évidemment, c'est parce qu'on a aussi un tempérament, un caractère qui tournait un peu vers une forme de volontarisme, en fait. Donc, j'aurais tendance à dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait plutôt par choix, et c'est évidemment en partie le cas. Mais je crois aussi beaucoup au hasard. Et alors, plus que le hasard, je crois au destin. Ce que les Romains appelaient le fatum et ce que les Arabes appellent le mektoub, moi j'y crois beaucoup et je pense que parfois le destin nous offre justement les opportunités et c'est à nous de les saisir. Et donc effectivement, ce fil rouge qui a été l'Afrique dans toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui, il y avait une part de choix parce que lorsque j'étais à Saint-Cyr, je suis parti avec un groupe d'amis en 504, c'était à l'époque la Peugeot 504, c'était ce qu'on appelait autrefois la voiture de l'Afrique.
On est parti de Couët-Quilan, qui est le siège de l'Académie militaire de Saint-Cyr. On a traversé 7 ou 8 pays africains. On était jusqu'au Cameroun, à Ngaoundéré, où on revendait cette 504 pour pouvoir repartir, se payer le vol retour. Et pour moi, ça a été un choc, en fait. Ça a été, d'une certaine façon, vraiment un moment clé de ma vie. Une rencontre humaine presque sensorielle d'ailleurs avec l'Afrique à tout point de vue, et j'ai aimé ces paysages, j'ai aimé surtout les communautés africaines que j'ai rencontrées à cette occasion, et donc je m'étais promis ensuite d'y retourner. J'ai choisi d'ailleurs l'arme des troupes de marine, qui était une arme tournée naturellement vers l'outre-mer au sens large, et donc il y avait une part de choix, et après il y a aussi indéniablement aussi le destin qui m'a souri à plusieurs reprises, puisque j'ai eu cette chance inouïe d'avoir de longs séjours en Côte d'Ivoire, qui est un pays que j'ai profondément aimé, en Guinée équatoriale, qui est un pays très particulier, où j'étais coopérant au sein de l'ambassade et je travaillais avec les armées équatoriennes, et puis surtout au Bénin, où j'étais attaché de défense. Bon, pour moi, le Bénin, mais alors là, je parle évidemment à quelqu'un qui est convaincu. Pour moi, le Bénin, c'était sans doute un des pays qui m'a le plus marqué, où je suis resté 3 ans. Et donc les deux se sont mêlés, à la fois un vrai choix délibéré après avoir découvert l'Afrique et l'avoir aimé, et aussi bien sûr une part indéniablement de hasard, ou plutôt de destin, qui m'a souvent souri, et qui me permet aujourd'hui de revenir d'ailleurs à Dakar, qui est aussi une perle, hein, une perle de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique francophone. Merci pour ça. Alors, pour changer un petit peu de registre, tu es souvent amené à prendre la parole. Quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs, puisque tu sais que nous avons nous aussi un fil conducteur qui est l'art de la prise de parole. Quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs s'ils souhaitent prendre la parole pour se préparer? Alors, oui, c'est une très belle question, et c'est amusant parce que je me disais, en y réfléchissant, que dans le fond, moi je viens d'une institution que l'on appelle en France d'ailleurs vulgairement la Grande Muette, c'est assez amusant, où on a le sens plutôt du secret, et où justement, parce qu'on a le sens non pas du secret mais de la parole, du verbe plutôt rare, on sacralise la parole, et notamment parce que sans rentrer non plus dans des grandes considérations, mais néanmoins c'est important aussi de le rappeler, un ordre à l'armée peut parfois conduire à l'engagement suprême, à la mort, etc. Donc c'est quelque chose qui a du sens, et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que l'on sacralise la parole à l'armée, ce qui nous oblige aussi à parler parfois peu mais bien. Et donc voilà, la première chose, le premier conseil que j'aurais envie de dire, c'est de savoir choisir ses mots. Et le deuxième conseil, c'est un conseil qui vient un peu en rupture avec le premier, c'est aussi malgré tout d'être très authentique. Et je pense que pour qu'un discours porte, et dans une société de la communication qui est la nôtre aujourd'hui, il faut parler avec son cœur. Il faut autant parler avec son cœur qu'avec sa raison. À mon sens, si on ne croit pas en ce en quoi, ce pourquoi on vit, et ce que l'on veut ensuite, ce dont on veut témoigner par le verbe et par la parole, eh bien, on ira un peu dans le mur. Je pense qu'on ne saura pas soulever justement une émotion, et dans tout message, dans tout dialogue, dans toute prise de parole, il doit y avoir cet échange et cette émotion qui se crée entre celui qui parle et celui qui reçoit la parole. Donc pour moi, c'est un peu les deux facettes d'une même médaille, c'est les deux faces d'une même médaille. D'une part, parler avec cœur, avec enthousiasme, avec conviction, et de l'autre, parler aussi avec raison, en soignant, en choisissant ses mots, ce qui suppose de savoir de quoi on parle, et donc d'approfondir systématiquement le raisonnement, d'être curieux, d'aller chercher les informations partout où on peut, avant d'évoquer un sujet, parce que il y a des sujets qui peuvent être très faciles, très connus par celui qui les évoque, mais parfois un peu plus techniques. Et typiquement moi, qui suis arrivé dans cet hôpital, qui ne connaissait pas grand-chose au monde médical, je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup écouté, avant de pouvoir effectivement échanger aussi et prendre la parole, parce que je considérais que c'était aussi mon rôle de manager, de directeur, et bien de porter le message de l'hôpital, en particulier dans le cadre de l'hôpital de l'Ordre de Malte, dont, et là je fais une petite incise, mais c'est intéressant, dont la philosophie est souvent de rester assez humble, assez discret,
le bien ne fait pas de bruit, c'est un mot que j'emploie très souvent, et pourtant, parfois, il faut faire un peu de bruit autour du bien, donc il faut apprendre à communiquer, à échanger, et j'ai mis d'ailleurs en place toute une stratégie de communication autour de notre hôpital, ce qui suppose de parler justement et de prendre la parole en public, y compris sur des sujets que au départ on ne maîtrisait pas forcément. Mais voilà, avec tout ce travail de connaissance, d'appropriation du savoir, eh bien on peut ensuite tenir, à mon avis, je pense, des discours tout à fait audibles. Donc voilà, c'est un peu les deux recettes du cœur et de la connaissance de la raison. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors moi, j'ai une autre question. Avec les connaissances dont tu disposes aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as eue, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à Emmanuel plus jeune pour démarrer sa carrière? Que lui dirais-tu? Alors, aussi c'est une très belle question. 3 conseils. Alors, dans l'ordre, le premier conseil que je donnerais au jeune Emmanuel que j'ai été, c'est celui d'être curieux. Et je pense que sans curiosité, on ne fait rien. Alors, c'est peut-être un peu sévère, ou en tout cas, on ne fait pas tout ce que l'on pourrait faire en fonction évidemment du talent, du potentiel qui est le nôtre et qui est propre à chacun. Et je pense que je lui dirais, voilà, sois curieux, affranchis-toi, non pas des règles, parce qu'on a besoin de règles, en particulier à l'armée. L'armée est une grande institution qui est bâtie sur des règles, et peut-être affranchis-toi de certaines conventions, parfois de l'ordre de l'inconscient, et qui peuvent nous servir de garde-fou en quelque sorte, ou en tout cas de barrières trop strictes, alors qu'il faut justement franchir ces barrières pour aller là où on n'est pas forcément amené à aller naturellement. Moi, j'aurais jamais imaginé. Moi, je suis franco-italien. J'aime profondément mes 2 pays, que sont la France et l'Italie, qui est le pays de ma mère, où j'ai vécu enfant pendant 10 ans. Et je n'imaginais pas, quand j'étais enfant ou même adolescent, avoir ensuite cette vie, cette destinée africaine en quelque sorte. Et c'est parce que j'ai été curieux aussi. C'est parce que j'ai fait ce voyage en 504 avec des amis, dont l'un qui lui avait déjà ce tropisme africain, que j'ai pu ensuite me lancer un peu à l'aventure. Alors je pense souvent à cette définition qu'avaient les Grecs anciens de la frontière. Enfin, le mot frontière n'existait pas. Eux, ils associaient la notion de frontière à la notion d'horizon. Et je trouve ça absolument magnifique, se dire que on a pour frontière l'horizon, c'est-à-dire l'infini en quelque sorte. Donc le premier conseil que je donnerais au jeune Emmanuel, que j'ai peut-être respecté d'ailleurs en tant que conseil, mais à la rigueur, si c'est à refaire, je serais peut-être encore plus curieux, c'est vraiment cela, être curieux. Et le deuxième conseil, alors ça c'est un conseil qui pour moi est essentiel et que je me suis appliqué avec le temps, parce que je ne l'étais pas forcément. Lorsqu'on est jeune, on est ambitieux, au sens noble évidemment, et puis on est aussi sûr de soi, on est dans la force de l'âge, etc. Mais on oublie parfois d'être humble. Et le principal, enfin le deuxième conseil dans cette trilogie de conseils que je donnerais au jeune Emmanuel, ce serait celui-là: sois humble et n'oublie pas que selon vraiment le mot de Socrate, en fait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, en fait, et que j'ai tout à apprendre en permanence. Et moi, ici, je le découvre au quotidien depuis 3 ans, y compris avec nos lépreux qui sont à 50 mètres de mon bureau. J'apprends des choses à leur contact, et j'apprends d'ailleurs des choses souvent d'une très haute dimension spirituelle. Et donc voilà, sois humble, n'oublie jamais que tu as tout à apprendre, et que c'est au contraire l'arrogance qui va te limiter dans ton apprentissage. Mais le fait d'être humble revient aussi d'une certaine façon aussi à être curieux, et le sens de l'écoute. Voilà, écoute. Moi, j'ai beaucoup écouté dans ma carrière, et notamment j'ai rencontré des chefs et des camarades exceptionnels, et j'ai appris à écouter. Mais j'ai aussi beaucoup écouté mes subordonnés. Et aujourd'hui, je préfère ne pas parler de subordonnés, je parle de collaborateurs. Aujourd'hui, j'écoute mon personnel. On dit souvent à l'armée que la fonction prime sur le grade. L'hôpital, sans nos chirurgiens, on parle du professeur Kimpé, mais on a 5 chirurgiens et puis une médecin, le docteur Lala, qui fait un travail formidable autour des lépreux, c'est notre médecin léphrologue. Ce sont des gens que j'écoute en permanence, en fait. Et si je les écoute avec autant d'attention, c'est parce que je m'impose d'être humble et de reconnaître leurs connaissances, leurs capacités, au regard des miennes, qui dans ce domaine, évidemment, n'ont pas inexistantes parce que j'ai beaucoup appris, mais évidemment inférieures. Et puis le troisième conseil, alors ça c'est intéressant
que c'est un conseil peut-être un peu disruptif et qui peut choquer, mais qu'il faut expliquer. C'est soit détaché. Ce qui ne veut surtout pas dire soit indifférent, parce que je suis tout sauf un homme indifférent, je suis plutôt un homme passionné, mais soit détaché au sens où n'oublie pas que voilà, nous ne sommes que poussière et nous redeviendrons poussière. Et donc, le détachement et le contact avec nos lépreux, avec nos malades, m'a beaucoup appris aussi sur cette notion de détachement. Le détachement te permet de ne pas être focalisé sur les aspects trop matérialistes, sur les aspects peut-être trop égoïstes aussi. Ce détachement-là t'apportera énormément en termes de connaissance de l'autre, du monde, et puis des vraies valeurs, en fait, qui sont celles de l'humanité. Waouh, c'est Voilà. profond. L'humilité, d'abord la curiosité, l'humilité associée à l'écoute et le détachement pour rester finalement non pas indifférent, mais au contraire s'élever. C'est magnifique. Merci beaucoup, merci pour cela. Nous arrivons à la fin de cette interview et j'aime à dire les bonnes choses ont toujours une fin, mais vraiment ça a été profond, ça a été riche. Je reviens à nouveau sur cet hôpital, dans l'hôpital, puisque cet hôpital se trouve au sein de l'hôpital le CNHU de Fan Résidence. Cet hôpital dans l'hôpital avec ses médecins, avec son assistante sociale, avec ces différents services et les choses magnifiques que vous réalisez. Merci d'avoir vraiment partagé cela avec nous. Je me permets de lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent pour leur dire que si ils souhaitent soutenir le centre hospitalier de l'Ordre de Malte de quelque manière que ce soit, ou s'ils connaissent des personnes qui souhaitent le soutenir, eh bien que le mot se passe et qu'on puisse venir en aide à cet hôpital qui à son tour aide les plus indigents, les plus démunis, qui sont atteints de maladies graves et qui n'ont pas les moyens de se faire opérer ou de se faire soigner. Alors, sur la fin de notre entretien, Emmanuel, une dernière question. Est-ce qu'il y a un message final que tu souhaiterais ce soir partager avec notre public? Alors oui, bien sûr, il y en a beaucoup, mais je vais retenir deux messages. Un message d'abord, alors deux messages qui se résument en deux mots. Et après, on peut évidemment ensuite développer davantage, bien sûr, mais le premier mot, c'est solidarité. Et solidarité, pour moi, se décline très vite en fraternité. C'est vraiment la culture, la philosophie d'un hôpital de l'Ordre de Malte, où l'on dit même, selon le mot du fondateur de l'Ordre de Malte, il y a bientôt 1000 ans, on parle des malades comme nos propres seigneurs, en fait. Et donc, cette notion de solidarité et de fraternité est au cœur de notre hôpital, mais c'est aussi au cœur, je pense, de la raison d'être de tout homme. Il y a inscrit sur un des murs de l'hôpital Fan, à l'extérieur de notre hôpital, mais lorsqu'on arrive à l'hôpital, on le voit souvent, une très très belle formule qui a été rédigée à la peinture et qui dit « Tout homme est le gardien de son frère ». Et en fait, ce concept-là, pour moi, est au cœur de la philosophie de notre hôpital, au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect médical. Le CHOM représente un peu une société idéale où chaque homme, chaque femme, chaque personnel soignant, chaque médecin, chaque paramédical, les fonctions support aussi, les jardiniers, les secrétaires, les cuisinières qui font un travail formidable, chacun contribue à sa façon à rendre un peu meilleur des vies souvent très difficiles. Je pense évidemment à nos lépreux, mais pas seulement. Et donc, cette notion de solidarité et de fraternité, elle est au cœur de notre activité et c'est ce qui nous permet justement de tendre la main, puisque l'ordre de Malte reste, selon la terminologie en plus ancienne, un ordre mendiant, parce qu'on a besoin, nous, que l'on vienne aussi nous appuyer. Donc, c'est la fameuse générosité du public. Alors, c'est pas simplement le public français, mais c'est le public international au sens large, y compris au sein de la société civile africaine. Je sais qu'il y a
il y a des formes de solidarité qui s'expriment très fréquemment, des formes de cagnottes qui peuvent se monter au profit de tel ou tel enfant qui a un besoin urgent d'opération. Et donc, on a besoin, nous, de cette notion de solidarité au quotidien, parce que, comme dit le proverbe africain, seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et la progression de l'hôpital, elle se fait grâce à l'appui de tous, de toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient, et que l'on donne 1000 francs CFA ou plusieurs millions, peu importe, l'intention est la même. Les résultats, évidemment, sont sans doute différents, mais le principe est le même. Donc, voilà, le premier message que je veux faire passer, c'est celui-là, solidarité, fraternité. Et le deuxième message, c'est tout simplement merci. Je pense qu'on est dans une société où alors en particulier dans les pays du Nord, je dois le reconnaître, dans les pays occidentaux, où on a perdu la notion de gratitude, la notion de remerciement tout simplement. C'est des sociétés qui sont davantage sécularisées que les sociétés africaines, qui ont plus le sens de la transcendance, qui sont plus tournées, je pense, vers la notion de création, et ce qui pour moi me convient évidemment très bien. Et je crois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent rendre grâce en fait, hein, rendre grâce à Dieu, mais rendre grâce aussi à son prochain pour l'appui qu'il nous apporte et pour son soutien lorsqu'il est sincère. Et donc voilà, c'est un peu les deux mots. C'est à la fois solidarité, fraternité, et puis merci. Et ça, c'est un message que j'adresse en particulier à vous, chère Nadia, et à Gilles, parce que vous nous avez offert je dis nous, parce que c'est l'hôpital qui parle à travers le directeur, mais cette très très belle tribune. Et puis merci à tous ceux qui nous ont déjà accompagnés, qui ont fait beaucoup et qui sont prêts à faire encore davantage. Et merci à ceux qui viendront peut-être demain à l'issue, entre autres, de cette interview. Merci à toi, merci beaucoup Emmanuel de Condé d'avoir accepté donc d'être notre invité ce soir. Merci d'avoir partagé avec nous, avec notre auditoire, donc toute ton histoire qui est aussi maintenant mêlée de manière intime à celle de ce centre hospitalier de l'Ordre de Malte de Dakar. Merci à nos auditeurs qui sont fidèles, qui sont toujours là avec nous, à ceux qui arrivent aussi sur ce live pour la première fois. Je rappelle à tous que le live est posté tout de suite après sur la page Gilles Amadou Akoni et que vous pouvez le revoir, vous pouvez le partager autant que vous le souhaitez. Et donc, merci à tous. Emmanuel, je te souhaite plein succès avec l'hôpital, avec les projets. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci infiniment à tous et bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir, Emmanuel. Merci beaucoup. Au revoir, Nadia. Merci.